débarqué en Islande au premier à la fin du 9e siècle. Le premier colon, il s'appelle Ingólfur Arnarson. Il s'est installé en Islande au milieu en 875 après Jésus-Christ. Et à partir de l'arrivée de Ingólfur, les colons vikings qui venaient principalement de Norvège sont arrivés. L'un des plus célèbres colons islandais, c'est un viking qui s'appelle Éric le Rouge, qui est parti d'Islande à la fin du Xe siècle et il a découvert le Groenland. Et puis, il a un fils assez fameux aussi. C'est une famille très voyageuse de découvreurs. C'est Leifur Eriksson. C'est le fils de Éric le Rouge. Et lui, il est considéré comme c'est le premier Européen à avoir mis le pied sur le continent nord-américain, puisqu'il est arrivé au début de l'an 1000 sur Terre-Neuve. À la même époque en Islande, les Islandais ont décidé d'adopter le christianisme. Et puis, au milieu du XVIe siècle, ils ont suivi la réforme luthérienne. Donc, maintenant, l'Islande, c'est un pays luthérien protestant. L'Islande est indépendante depuis mi-juin 1944. C'est dans la faille de Þingvellir, donc c'est la vallée du Parlement, où là a été proclamée l'Islande. Autre fait marquant en Islande, c'est la crise financière de 2008, suite à l'écroulement de la banque Lehman Brothers. L'Islande était un pays très très riche et du jour au lendemain, elle est devenue d'un pays des plus riches du monde, un pays aidé par le FMI. Donc c'était un choc important pour le pays. Et puis, autre fait marquant, en 2010, une importante éruption volcanique du volcan Eyjafjallajökull. C'est un volcan qui a été en éruption pendant à peu près 3 semaines et qui a empêché une grande partie du trafic aérien mondial, principalement en Europe occidentale. Donc, soit pour arriver en Europe, soit pour quitter l'Europe. Maintenant, on va aller un petit peu plus en détail sur l'Islande. Donc là, vous avez une petite carte de l'Islande. La capitale Reykjavik est au sud-ouest de l'île. Reykjavik, qui est à peu près, et la banlieue représente donc pas loin de 300 000 habitants sur les 360 000 habitants de l'Islande. Quand on circule en Islande, il y a une route principale, la route numéro 1, qui fait le tour de l'île sur un peu plus de 1500 km. C'est une route asphaltée. Et puis, pour rentrer dans l'intérieur de l'île, on utilise des pistes qui ne sont ouvertes que pendant quelques mois de l'année, généralement en été, entre fin juillet et mi-septembre. Et ces pistes-là tout l'intérieur de l'île est uniquement réservé aux véhicules 4 roues motrices parce que les pistes qui traversent l'intérieur de l'île, il n'y a pas de pont sur les rivières. Donc, une grande partie des rivières se traversent à gué, alors que lorsqu'on circule sur l'ensemble des zones côtières, une voiture de tourisme ou un véhicule 2 roues motrices en camping-car, par exemple, c'est suffisant. Donc voilà, comme ça, vous voyez un petit peu mieux l'aspect de l'Islande. La deuxième ville d'Islande se trouve au nord. Avant la deuxième ville, il se trouve Keflavik, l'aéroport international. Donc c'est là où arrivent les vols provenant d'Europe et d'Amérique du Nord. La deuxième ville d'Islande se trouve dans le nord. En dehors des villes de banlieue, c'est Akureyri. Et Akureyri n'a plus qu'à peu près 20 000 habitants. Maintenant, on va faire un tout petit tour de l'Islande pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à faire et à voir en Islande. L'un des sites importants, c'est un endroit qui s'appelle le Blue Lagoon, à côté de l'aéroport international. On se baigne dans une eau naturellement chaude à 30-35 degrés. Donc, on va faire un petit tour de l'île en passant par le sud de l'île. Et le deuxième endroit où vous allez vous promener en Islande, une fois que vous êtes arrivé, c'est la capitale Reykjavik, donc cette petite ville dont je vous disais avec la banlieue de 260 000 habitants. En restant toujours sur le sud de l'île, le sud-est de l'Islande, il y a donc la faille de Þingvellir, là où sont réunis les premiers colons vikings pour décider des lois en Islande. Donc c'est une faille qui se trouve au sud-est de l'Islande. Pas très très loin se trouve un endroit qui s'appelle Geysir. Geysir, c'est le geyser. Le mot geyser vient de l'islandais Geysir. Ce geyser jaillit à une quarantaine de mètres de haut toutes les vingtaine de minutes, toutes les 5-6 minutes, pardon. Toujours sur le sud de l'île, grande variété de paysages, une très belle chute d'eau qui s'appelle Skogafoss. Quand on se promène encore autour de l'île, partie sud de l'île, accessible avec une voiture de tourisme ou un camping-car 2 roues motrices,
les falaises de Dirolae, on voit au loin des glaciers, c'est une réserve mythologique, il y a plein d'oiseaux marins qui viennent nicher tous les étés à Dirolae. Le village de Vik un petit peu plus loin, qui est le village le plus au sud d'Islande et qui se trouve au pied du glacier Myrdalsjökull. Donc ce glacier qui est un des premiers glaciers qu'on voit quand on se promène sur la partie sud de l'Islande. Et plus loin, en continuant le tour de l'île, des canyons. Et puis après, il y a surtout un très très grand glacier au sud-est de l'île qui s'appelle le Vatnajökull, qui est un glacier très très important, qui est le plus grand glacier d'Europe. Puis une fois qu'on a quitté cette partie sud de l'île, dans cet univers un petit peu de glace, on passe par un endroit qui s'appelle Jökulsárlón, où il y a plein de petits icebergs qui dérivent depuis le glacier juste au niveau de la mer. Puis après, on va rentrer dans la région des fjords de l'Est, une zone beaucoup plus découpée, un peu plus montagneuse, un peu moins plate que la côte sud, avec des paysages très très différents, très variés, des montagnes qui montent très très hautes, des petits villages colorés, des petits ports de pêche colorés avec des maisons recouvertes de tourbes. Et puis aussi, bien sûr, en Islande, dans de nombreuses chutes d'eau, puisque les cours des fleuves ne sont jamais tranquilles, ils sont toujours découpés par des failles, par des chutes d'eau. On arrive au nord de l'île, au nord-est, dans la région du lac Mývatn, qui est une des zones les plus actives en termes volcaniques en Islande, puisque dans les années 80, tout autour du lac Mývatn, il y a eu à peu près une vingtaine d'éruptions. C'est dans cette zone de Mývatn que la NASA a testé une grande partie de son matériel avant d'aller sur la Lune. Et Mývatn, c'est aussi une zone importante de nidification des anatidés, ou canards et oies, qui viennent s'installer ici dès les débuts du printemps. Autres animaux intéressants à voir en Islande sont les cétacés, qui arrivent aussi en Islande dès le printemps jusqu'à la fin de l'été, le début de l'automne. On peut voir aussi parmi les mammifères marins des phoques. Il y a des zones où ces animaux sont protégés et on peut les approcher de façon assez facile. Un des aspects agréables de l'Islande, et grâce au volcanisme, ce sont les sources d'eau chaude. On peut se baigner dans des sources d'eau chaude comme ça naturelles, réparties un petit peu partout, tout autour de l'île, où l'eau est à 35-36 degrés. Et du coup, on a une eau chaude naturelle, et certaines sont un peu plus aménagées, comme des petites piscines, comme ici dans le nord du Fjordur, donc tout en haut des fjords du nord-ouest, où on est face à la mer et on a une eau pareille à une trentaine de degrés, et même s'il fait 7 ou 8 degrés en plein air, c'est toujours très très agréable de se baigner dans cette eau très très chaude. Dans les fjords du nord-ouest, il y a aussi, comme partout en Islande, de très très belles chutes d'eau comme celle de Tinjanti. Et puis pour rejoindre après la péninsule du Snæfellsnes, donc qui est une péninsule qui se trouve au-dessus de la capitale, on passe par un fjord et il y a un petit port, une petite île, Flatey, où les véhicules motorisés sont interdits, mais on est sur cette île où il y a d'anciennes maisons colorées, comme il y a 150 ans en Islande, avant donc justement de rejoindre la péninsule du Snæfellsnes, avec un volcan sous-glaciaire, le Snæfellsjökull, qui est le point de départ du voyage au centre de la Terre de Jules Verne. En Islande, quand on voyage en hiver, on peut aussi assister au phénomène extraordinaire des aurores boréales, puisqu'on est juste vraiment à la limite sud de l'observation de ce phénomène. Et enfin, pour finir le tour de l'île par les zones côtières, on va arriver sur l'ouest de l'Islande et de nouveau une belle chute d'eau, la chute de Raufossar, qui est une résurgence d'un fleuve qui provient d'un glacier, le Langjökull. On va rentrer un petit peu dans l'intérieur de l'île maintenant pour voir des paysages un petit peu différents. Donc, l'intérieur de l'Islande, c'est une zone totalement inhabitée. Personne ne vit à l'année dans le cœur de l'île, et on est là dans des zones beaucoup plus actives en termes de volcanisme, parce qu'on est vraiment sur le rift volcanique actif qui traverse l'Islande du sud-ouest au nord-est de l'île.
Il y a cette zone, par exemple, de Kertingerfjöll, ça veut dire les montagnes des sorcières, où on est en contact à la fois avec la glace et le feu, et ce qui est la principale caractéristique des paysages d'Islande, qui ont été formés par les différentes éruptions volcaniques et par aussi l'érosion des sols apportée par les glaciers. Un autre site fameux, Lantmannalaugar, où là aussi on peut se baigner dans de l'eau naturellement chaude à 30-35 degrés, et toujours dans l'intérieur de l'île, la zone de Lahti, c'est une zone volcanique, c'est certainement l'éruption volcanique la plus importante à la surface de la Terre des temps historiques, à la fin du XVIIIe siècle, qui a projeté dans l'atmosphère une importante quantité de cendres, de matières qui ont fait une grande barrière par rapport au Soleil. Et les Islandais sont assez fiers de cette éruption, puisqu'ils pensent que c'est une des causes de la Révolution française, puisque justement, c'est différentes matières qui ont fait écran entre le Soleil et la Terre ont limité les récoltes en Europe. Il y a eu une grande famine en Grande-Bretagne. Et il y a aussi, donc, en France, les gens avaient moins à manger. Ils sont sortis dans la rue pour réclamer du pain. Toujours dans l'intérieur de l'île, la zone de Askia, qui est une zone volcanique très, très, très active. Deux calderas, dont une, la plus petite, celle qui est au premier plan de la photo, dans laquelle on peut se baigner. L'eau est à 24-25 degrés. Donc, voici une bonne idée des paysages de l'intérieur de l'Islande. Donc, nous avons fait ensemble un petit tour de l'Islande. Je vais vous présenter maintenant deux catégories de véhicules qui sont disponibles à la location. Donc, un camping-car beaucoup plus classique. Donc, ça, c'est un véhicule prévu pour 2 personnes, avec à l'intérieur tout le confort, lit, salle de bain. Quand on se promène à 2 et sur le tour de l'île, on est complètement autonome. En Islande, il faut savoir que le camping sauvage est totalement interdit. Donc, vous êtes obligé de les installer sur les aires aménagées de camping ou les aires de bivouac, mais il n'y a pas nécessairement besoin de réserver. Et la plupart du temps, ces endroits où on peut camper sont vraiment en pleine nature ou à la sortie d'un petit village. Et pour rentrer dans l'intérieur de l'île, on peut réserver ce type de véhicule, donc des véhicules 4 roues motrices, à équiper avec une cellule. Ceux-ci sont un peu plus rustiques parce qu'on peut y manger, on peut y dormir, mais il n'y a ni douche ni toilette. Donc, on est obligé de s'installer là vraiment sur les aires de camping si on veut, pour des raisons sanitaires. Pour terminer, une petite série d'images qui vous montrent les différentes activités possibles en Islande. On va revenir sur la photo d'avant. Là, c'est un endroit assez unique puisqu'on peut descendre ici. On est au cœur d'un cratère, et c'est le seul endroit au monde où on peut descendre dans une chambre magmatique. Généralement, ces chambres magmatiques sont vides ou effondrées, enfin elles sont pleines de lave ou effondrées après l'éruption, et cette chambre magmatique, elle est restée debout après l'éruption. Un paysage d'hiver, donc la faille de Sinquetir. Donc là, on est à cheval sur les plaques continentales européennes et américaines. On peut, dans cette faille, faire de la plongée, parce que l'eau était très, très claire. On peut aller en Islande marcher sur un glacier. On peut observer des aurores boréales en plein hiver. Les amateurs d'ornithologie, la faune est très importante, puisque l'Islande, c'est la limite occidentale des espèces européennes et la limite orientale des espèces américaines. Voici un paysage très coloré de l'intérieur de l'île, la zone de Lantmannalaugar. Donc, les sources d'eau chaude dans lesquelles on peut se baigner. Le cheval islandais, qui est un cheval qui est arrivé en même temps que les colons norvégiens. C'est un cheval particulier parce qu'il a 5 allures. Les paysages volcaniques de l'Islande avec des montagnes très, très vertes. En hiver, on peut y pratiquer le ski de randonnée. Voilà, là, on est au pied du volcan Snæfellsjökull, donc le départ du voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Et puis, ceci termine ma petite présentation de l'Islande. Je vous remercie de votre attention et je suis maintenant prêt à répondre à vos questions.
Merci beaucoup, Éric. C'est vraiment inspirant et ça nous donne le goût. Ça me donne vraiment le goût. Je pense que l'Islande est quand même pour plusieurs une destination, un voyage d'une vie, quoi. Je pense que c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est vraiment une destination qui fait rêver et qui nous anime. Dans les questions, vous avez fait un peu une tournée, le tour. La partie la plus vraiment intéressante que les gens aiment voir, c'est quelle partie? Bah, en fait, c'est plutôt une question de temps. Quand on voyage sur une semaine, il faut se promener sur la partie sud de l'île, puisque c'est là où il y a la plus grande variété de paysages et on va voir tout ce qu'on attend d'Islande, les volcans, les glaciers, des plages de sable noir, des chutes d'eau. Et puis, bien sûr, on arrive au sud-ouest avec l'aéroport international. Et c'est aussi depuis l'aéroport, enfin à côté de l'aéroport international, qu'on prend et qu'on rend les véhicules de location, les camping-cars ou les camping-cars 4x4. Donc sur une semaine, c'est le sud. Et puis après, pour faire le tour de l'île, il faut à peu près une douzaine de jours. Et ça permettrait de monter dans le nord. Et puis, plus on ajoute, plus on peut découvrir des paysages différents et aller sur d'autres régions, puisque en Islande, il y a une très, très grande variété de paysages et il faut éviter de rouler plus de 200 km chaque jour pour avoir le temps de s'arrêter et de se promener, puisqu'on y va pour la nature et les paysages. Et si on voit uniquement ces choses-là à travers le pare-brise, c'est un petit peu dommage. Il faut descendre et s'imprégner. Oui, il faut s'imprégner. J'ai Mme Lambert ici qui dit bonjour, moi je suis allée en décembre et c'était très froid et humide. Mais la meilleure période d'y aller, c'est quoi? Encore là, c'est relatif. Alors, oui, c'est relatif. En effet, il peut faire froid et humide en décembre. Là, aujourd'hui, à Reykjavik, les températures, c'est 4 degrés, donc c'est pas spécialement froid, c'est frais, puisque le climat islandais, c'est un climat océanique frais. Les climats océaniques sont des climats où il y a très peu de variations de température entre l'été et l'hiver. Alors, l'Islande, il y a un peu plus parce que c'est frais. La période où il fait le plus doux, peut-être le moins froid et le moins humide, c'est durant les mois d'été, donc de juin jusqu'à mi-septembre. Après, chaque période va avoir ses plus, ses moins. Pour voir les aurores boréales, il faut voyager en hiver. Quand on voyage en juin, juillet, il n'y a pas de nuit du tout. Les oiseaux marins arrivent en Islande dès le début du mois d'avril et ils quittent l'Islande dès le début du mois de juillet. Donc, plus on va voyager tard en été, moins il y aura d'oiseaux marins. Les mammifères marins, eux, arrivent en Islande pareil en avril, mais ils quittent un peu plus tard. Ils quittent courant fin août, début septembre. Donc, chaque période va avoir son plus, son moins, mais tout dépend de ce qu'on attend de son voyage, en fait. Donc, comme la personne m'a posé la question pour les aurores boréales, c'est vraiment l'hiver. Ça veut dire, c'est quoi? C'est de décembre? Ah non, c'est plutôt, on peut voir dès que la nuit revient, en fait, on peut voir les premières aurores boréales. Donc, la nuit revient en Islande dans la deuxième partie du mois d'août. Donc, dès la fin août, on peut voir les premières aurores boréales. Et puis, jusque fin mars, début avril, après, la nuit va être un peu claire. Et donc, les aurores seront moins lumineuses. Mais le phénomène qui crée les aurores boréales, c'est un phénomène électromagnétique qui se passe toute l'année. Donc, on peut en voir, s'il y avait de la nuit toute l'année, on pourrait en voir tout le temps. Mais il faut que la nuit soit bien marquée, donc plutôt en effet septembre à mars. Septembre, OK. La question de M. Powell, combien peut coûter louer un camping-car? Ça dépend de la grandeur, j'imagine. Ça dépend de la grandeur, ça dépend de la durée de la location. Il faut compter à peu près en moyenne entre 250 et 300 euros par jour pour la location. Ça va dépendre aussi de la période de l'année et de la saison. Oui, c'est ça, ça détermine. Alors, ça sera à nous de répondre adéquatement à votre question d'une façon précise en nous posant la question sur vos dates idéales pour vous et on pourra vous répondre. Spectateur anonyme, faire le tour de l'île représente combien de kilomètres? Complètement le tour. Alors, le tour de l'île, la route numéro 1 qui fait le tour de l'Islande, c'est 1500 km.
Mais si on ajoute un petit peu la péninsule du Snæfellsnes, là, on est plutôt sur les 2500 km. Et si on rajoute la péninsule des Fjords du Nord-Ouest, on va être plutôt dans les 3200 km. OK. Ce qui veut dire que ça prend vraiment ça prend vraiment. Voilà, si on veut faire le tour de l'île, c'est au moins 2 semaines. Minimum, c'est ça. Pour avoir le temps de s'arrêter, de se promener et de voir les choses. Oui. Une dame dit, pour une personne seule, est-ce que c'est plus dispendieux? Ben, c'est sûr que vous êtes seul à payer. Voilà, la personne seule, ça seule à payer la location du véhicule. Alors après, on peut trouver des véhicules un peu plus petits, des vannes aménagées, mais ça reste quand même, tout doit être supporté par une seule personne. Je comprends. Vous savez qu'il y a des départs directs sur Montréal, surtout l'été, juin, juillet, août, je pense septembre aussi. Alors, il y a des vols directs. Le temps de vol, c'est à peu près 5 heures. Hein? C'est 5 heures de vol depuis Montréal, oui. OK. Il y a une question de Mme Tessier qui dit « Que représente le coût de la vie par rapport à la France ou encore mieux par rapport au Québec? C'est quoi le coût de vie? » Alors, par rapport au Québec, je ne vais pas avoir beaucoup d'informations. Allez-y, par rapport à la France, on va multiplier. Par rapport à la France, c'est 1,5 fois le niveau de vie de la France. L'Islande est redevenue un pays riche. Et après, le problème, c'est que tout dépend du taux de change de la couronne. Okay. Puisque l'Islande, même si elle est dans l'Europe continentale, ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas un pays qui fonctionne avec l'euro. Et la monnaie est assez fluctuante. Donc là, actuellement, avec 147 couronnes, on a 1 euro. Ce qui veut dire 100 couronnes par dollar canadien. Voilà. OK. Mais après, le coût de la vie, ça dépend aussi comment. Si on se promène, et par exemple, ce qui coûte cher en Islande, c'est la nourriture. L'avantage quand on se promène en camping-car, c'est qu'on fait ses courses et on est complètement libre pour préparer ses repas. Parce que c'est vrai qu'un repas dans un restaurant, c'est difficile de trouver un plat en dessous de 25 à 30 euros. Alors que si on fait sa cuisine, avec 30 euros, on mange matin, midi et soir. OK. C'est la différence, oui, c'est ça. C'est toujours, c'est sûr que la restauration, c'est quand même, je sais que c'est quand même cher oui, dans ces parce qu'il y a du service. Oui, c'est ça exactement. Et l'essence, on me demande l'essence, on paie combien du litre pour faire circuler nos camping-cars ou nos voitures là-bas? Ah ben, à la limite, le sens idéal, c'est le sens inverse de celui où j'ai montré le diaporama. Il vaut mieux commencer à monter l'Islande par l'ouest, aller vers le nord, descendre par les fjords de l'Est et finir par la partie sud de l'Islande. Parce que quand il y a certains paysages, certaines découvertes, certains fjords, certains glaciers qui vont apparaître d'un coup suivant la façon dont on arrive sur ces endroits-là. Et il est parfois plus surprenant de découvrir un glacier à la sortie d'un tunnel que de le voir pendant 150 km. Okay. Bon, il y a quelqu'un qui a posé la question, je pense que vous avez un peu répondu tout à l'heure. Quelle est la durée du voyage recommandée pour bien découvrir l'Islande? C'est une question difficile. C'est pas la durée du voyage recommandé, c'est en fonction de la durée du voyage, il faut se limiter à certaines régions. Il faut accepter de se dire, bon, je n'ai que 8 jours, vaut mieux se promener sur la partie sud de l'île et peut-être, entre guillemets, de se dire, je vais voir moins d'endroits, mais mieux les voir que d'apercevoir plein de choses depuis les vitres de son véhicule parce qu'on a fait le tour de l'île en 8 jours. Voilà, 8 jours la côte sud, c'est bien. 10 jours le tour par la route numéro 1, c'est bien. Et puis 2 semaines pour un tour plus complet. OK, parfait. Madame Desrosiers demande les particularités alimentaires. J'imagine que elle veut savoir s'il y a des mets ou des
Alors oui, en Islande, alors, il y a des particularités un petit peu alimentaires. L'Islande, la nourriture, au départ, c'est la nourriture viking, donc c'est une nourriture à base de beaucoup. La façon de la conservation de cette nourriture viking, c'était ou la fermentation ou la saumure. Donc, ce n'est pas des choses dont nos palais ont l'habitude. Donc, vaut mieux éviter de vouloir manger l'Islande, manger en Islande des produits originels. Mais en fait, l'avantage de l'Islande, c'est que il y a des produits frais excellents, donc le poisson, le mouton, pas mal de fruits et légumes qui sont produits sur place, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce que cette île est très dans le nord, parce qu'en fait, il y a une activité agricole sous des serres géothermales. En Islande, toutes les tomates que vous allez manger, elles sont produites en Islande. Toutes les fraises que vous mangez sont produites en Islande. Les concombres sont produits en Islande. Les pommes de terre sont produites en Islande. Par contre, c'est sûr que pommes, poires, bananes, ananas, ça, c'est comme dans beaucoup de pays, c'est importé. OK, je comprends. Justement, suite à ce que vous venez de dire, est-ce facile de s'approvisionner pour voyager de façon autonome? Très, très facile parce que dans chaque village, vous avez un petit supermarché, une supérette, dans lequel on peut faire ses courses et trouver tous les produits islandais. Les produits carnés, la viande et le poisson dans ces petits villages, comme il n'y a pas une grande quantité de clients, sont généralement congelés, mais la viande est congelée directement dès qu'elle est découpée à l'abattoir, et les poissons sont congelés en mer aussi tout de suite. Donc même s'ils sont congelés, ils sont très très frais. D'accord, parfait, merci. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres. J'ai vu passer des messages de personnes qui ont eu des difficultés à se connecter. Cette présentation va être enregistrée. Alors, ne vous surprenez pas à tous les gens qui se sont inscrits. On va vous retourner l'enregistrement de cette présentation pour ceux qui l'auraient manqué ou pour vous qui désirez prendre le temps de la réécouter. Quelqu'un dit, mais je pense que vous avez répondu tantôt, le coût de l'essence, s'il vous plaît. Alors, le coût de l'essence est à peu près le même qu'en France. Donc, je pense qu'un peu cher par rapport au Canada, puisqu'on n'est pas loin d'1,70 € le litre de gasoil, parce que ces véhicules fonctionnent au diesel. OK, parfait. Ça va être 2 $ et quelques. D'accord. Et la meilleure période de l'année, on a répondu tout à l'heure à la question. Alors, voilà, le printemps, l'été et le début de l'automne. Oui, c'est ça. Je pense que début de l'automne, on ne loupe rien. On a les aurores boréales. Oui, je pense qu'on a le meilleur des à mon avis, mondes. c'est la meilleure période pour voyager, puisque on a accès à toute l'île. Il y a une alternance de jour et de nuit. Alors, les oiseaux marins sont partis, mais par contre, il y a des couleurs, même s'il y a un faible manteau végétal, mais il y a des couleurs de l'automne extraordinaires. Je pense qu'il y a une personne qui vient d'arriver parce qu'elle repose les mêmes questions. Donc, vous pourrez le réécouter. Il y a une autre façon aussi de découvrir l'Islande, une autre, parce qu'il y en a plein de possibilités, c'est l'autotour. J'aimerais ça que vous en glissez un petit mot. Quand on vous présente un projet d'autotour, qu'est-ce que ça inclut, un forfait autotour pour l'Islande? Alors, un forfait autotour, ça va inclure la location du véhicule, ça va inclure l'ensemble des hébergements réservés à l'avance, un roadbook, donc un itinéraire détaillé. On vous dit tous les jours les choses à faire, à voir, la route à suivre. Vous aurez une carte routière, vous aurez un petit guide sur l'Islande. Le véhicule sera équipé d'un GPS que vous allez principalement utiliser en fin de journée pour aller très vite sur l'endroit où vous allez loger. Et puis, on peut ajouter dans les journées une marche sur un glacier, une sortie en mer pour aller voir les baleines, une visite d'une grotte de lave, une baignade sur un spa. Les véhicules sont toujours loués avec deux conducteurs et puis le maximum d'assurance possible, les brides optiques, les brides pare-brise, etc., etc.
Parfait, c'est bon. Alors, voilà pour l'Islande aujourd'hui. Merci d'avoir été présent. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à Denise, D-E-N-I-S-E, arrobas, quelbeauvoyage.com. Alors, vous avez le Quel Beau Voyage juste en bas de ma photo, quelbeauvoyage.com ou par téléphone au 450-759-9319 ou le 866-759-9319. Il me fera plaisir de vous présenter en collaboration avec Éric des solutions ou des projets, qu'est-ce que vous pourriez faire et quand, s'occuper des vols. Alors, je vous remercie encore une fois. Ça sera enregistré. Je vais vous envoyer l'enregistrement. Je sais que j'ai manqué quelques minutes du début de l'enregistrement, donc je vais faire mon possible pour essayer de rattraper peut-être 2 minutes. Sinon, ben, vous avez l'ensemble des superbes photos que Éric vous a présentées. Alors, je laisse le dernier mot à toi, Éric. Merci encore une fois. Merci à tous et puis j'espère qu'avec Denis, nous avons donné le goût de l'Islande et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. OK, parfait. Merci. Merci à tous. Il y a des gens qui posent encore des questions. On va regarder. Je vais vous répondre directement. D'accord? Merci et on espère de vous avoir donné le goût. Merci et au revoir. Éric, je vais vous téléphoner juste après. D'accord? Merci. Okay. Au revoir. Bye bye. Alors, il faut que j'arrête l'enregistrement.